Hello et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Zone de Confort. Si c'est la première fois que tu m'écoutes, eh bien, mets-toi à l'aise, sers-toi une tasse de café, branche tes casques and let's go, parce que ça va être fun. Chers auditeurs, je reçois pour vous aujourd'hui un invité spécial, David Le Breton, qui est professeur à l'Université de Strasbourg, membre de l'Institut universitaire de France et chercheur au laboratoire dynamique européenne. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, entre autres Passion du risque, Anthropologie de la douleur, Éloge de la marche. Il est un des chercheurs les plus traduits dans le monde, notamment en Amérique latine. Avec lui, nous allons évoquer tout au long de cet entretien l'un de ses ouvrages, Rire, une anthropologie du rieur, paru aux éditions Métaillé en 2018. Bonjour David et bienvenue à notre plateau virtuel puisque vous êtes à l'autre bout du téléphone. Nous n'avions pas pu faire l'émission en présentiel, mais c'est pas grave. Alors, j'ai donc bien compris David, que cet ouvrage s'inscrit sur tes recherches sur le corps. Pourquoi le corps et pourquoi le rire? Alors, le rire, par contre, peut paraître plus énigmatique dans mon parcours parce que je n'ai pas la réputation d'être un bout en train. Je ne suis pas quelqu'un qui raconte des histoires drôles sans arrêt. Donc, je crois que j'ai plutôt une réputation d'un homme sérieux, entre guillemets. Mais en même temps, le rire se rattache profondément au corps, puisque on peut dire d'ailleurs que le rire, c'est vraiment le surgissement du corps dans l'interaction. À la différence du sourire, puisque le sourire, c'est le visage, et le visage, c'est la spiritualité. Pardon. Le visage, c'est la spiritualité, c'est l'élévation, c'est donc des valeurs imminentes, alors que le rire, c'est vraiment l'émanation du corps, et dans la langue française, d'ailleurs, on a tout un tas d'expressions aussi amusantes, d'ailleurs, les unes que les autres, qui l'attestent. Par exemple, on pisse de rire, on rit à en pisser dans sa culotte, on est plié en deux, on se tape le cul par terre, on se bidonne, on hoquette, on se gondole. On rit à ventre déboutonné, on étouffe de rire, on pouffe, on se tire-bouchonne, bon, etc., etc. Je pourrais comme ça prolonger énormément mon énumération, mais ça montre bien que dans les représentations incarnées par la langue, le rire, c'est d'abord le corps, alors que le sourire, pas du tout. Le sourire, c'est vraiment l'âme, entre guillemets. Donc finalement, pour moi, c'était un beau sujet de la question du rire, parce que c'était aussi une autre manière d'aborder le corps, mais sous un angle un peu inattendu. Voilà. Et puis une autre raison, elle est plus biographique, c'est que j'ai été aussi un adolescent, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais un adolescent très très mal dans sa peau, et donc j'ai souffert énormément de mes crises de fou rire quand j'étais petit, quand j'étais à l'école, et j'ai subi comme ça d'innombrables punitions, parce que quand j'étais pas un élève très tranquille, hein, j'étais plutôt un élève turbulent, comme on dit aujourd'hui, et donc très souvent, quand on me rappelait à l'ordre, j'avais un sourire sur les lèvres qui aboutissait à la colère du prof. Je n'arrivais pas à croire vraiment à cette colère, donc finalement parfois le fou rire me prenait, et puis donc ça m'a valu d'innombrables punitions dans toute mon enfance et une bonne partie aussi de mon adolescence. Donc comme beaucoup de mes livres, finalement celui-là était une manière aussi de plonger dans mon histoire pour mieux comprendre pourquoi le fou rire, par exemple, intervient-il dans nos vies parfois de façon tellement désagréable. Là, dans le fou rire, on n'est pas du tout dans le plaisir d'être soi. Le fou rire, il est plutôt une source de malentendu, il est parfois vécu comme une violence. Et puis la personne qui vit le fou rire, souvent ne sait plus du tout où se mettre. On n'arrive plus à arrêter son rire en même temps. Dans ton livre, tu distingues le rire suivant les âges de la vie. Peux-tu nous en dire plus ? Le rire apparaît finalement assez tardivement dans l'histoire de l'enfant. Hein. Le sourire, il est parfois même à la naissance.
On connaît un certain nombre de photographies qui sont d'ailleurs publiées dans des livres qui sont faciles à trouver. Frédéric Le Boyer, par exemple, ou d'autres, nous ont montré dans les années 70-80, et ça m'avait beaucoup marqué quand j'étais étudiant d'ailleurs, des enfants qui naissaient avec le sourire. Donc ils avaient à peine quelques heures de vie et qu'ils avaient comme ça un sourire rayonnant sur leur visage, qui bien entendu n'était pas du tout un sourire de communication, c'était plutôt un sourire de réflexion, comme disait Freud, un sourire de satisfaction, mais qui n'était pas vraiment un sourire de communication. On évoque généralement les sourires de communication plutôt vers 2 mois, 3 mois. Bon, ça dépend. On connaît les fameuses recherches de Spitz qui situent le sourire de l'enfant autour de 3 mois, mais Spitz travaillait avec des masques, c'était quelqu'un de très sympathique, il coupait les enfants de cinéma, etc. Donc, je pense qu'il ne faut pas trop se fier aux études de René Spitz, même si c'était un personnage par ailleurs extrêmement intéressant. Mais on peut dire donc que les enfants sourient à partir un sourire de communication autour de 2 mois dans ces eaux-là. Par contre, le rire donc est beaucoup plus tardif. Il apparaît peut-être autour de la première année. Je n'ai plus exactement en tête la chronologie, mais si ma mémoire est bonne, c'est autour de cette période-là de la vie où l'enfant, donc, quand on le chatouille, mais pas seulement quand on le chatouille, il rit aussi de voir sa mère, son père s'approcher de lui, etc. Bon, voilà. Donc déjà, chronologiquement, le rire est plus tardif que le sourire. Il n'est pas immédiatement présent dans la condition humaine, contrairement évidemment à la pensée d'Aristote ou à celle que reprend Rabelais, qui nous disent que le rire est le propre de l'homme. C'est vrai que le rire caractérise sans doute une humanité, aussi d'ailleurs sans doute une part du monde animal, mais c'est quand même une apparition assez tardive dans notre histoire. Alors après, évidemment, les enfants rient tout le temps. Les enfants, quand ils jouent, par exemple, ne cessent de rire. Le rire joue un rôle considérable dans leur communication. Les choses deviennent plus compliquées au moment de l'adolescence où le rire est plutôt difficile d'en parler parce que il y a beaucoup d'ambivalence dans le rire des adolescents. Ils rient énormément entre eux. C'est plutôt un rire de l'entre-soi, d'ailleurs, de l'entre-soi adolescent, qu'un rire avec les adultes, parce que l'ado essaie de se démarquer, entre guillemets, de ses parents déjà, mais aussi des autres adultes. Donc, il n'aime pas trop les connivences avec les adultes. En revanche, quand des adolescents sont ensemble, évidemment, ils rient énormément. Les grands motifs du rire, évidemment, sont liés à la sexualité, à l'érotisme, mais aussi au fait de se moquer de leurs profs, de se moquer des parents des uns et des autres, voilà, une manière finalement de montrer qu'on ne la leur fait pas, ils ont compris plein de choses, et le rire donc est plutôt une manière de se rapprocher, une manière de faire lien. Et puis quand on prend de l'âge, le rire devient quand même moins commun, il est moins inhérent aux interactions de la vie quotidienne. Et je pense que plus on vieillit d'ailleurs, et moins le rire est présent dans la vie quotidienne, hormis dans certaines interactions. Là, évidemment, si on se raconte des histoires drôles ou si on est dans une situation hilarante, si on voit quelqu'un qui glisse sur une peau de banane dans la rue, bon là, quel que soit son âge, de toute façon, ça va nous faire rire. Il y a aussi des rires d'ailleurs qui sont des rires purement de communication, qui n'ont rien du tout d'amusant d'une certaine manière. Quand par exemple le matin, en allant à son boulot, on croise son voisin qui vous dit aujourd'hui il va faire beau, on va dire en rigolant oui c'est pas comme hier où il a plu toute la journée. Ou vous dites que vous allez à votre boulot, votre voisin va vous dire le travail c'est la santé, on va éclater de rire alors qu'on a entendu ça 1 million de fois depuis qu'on est gamin. Mais là c'est davantage un rire donc de connivence, un rire phatique comme disent les linguistes. Phatique c'est un rire donc qui renvoie au contact, c'est le phatos des latins qui traduit simplement le fait qu'il y a un contact, il y a un échange. Et
un échange donc qui n'est pas vraiment sur le contenu, parce que si on s'attarde sur le contenu du fait que le travail c'est la santé ou que il fait beau aujourd'hui alors qu'il a plu hier, il n'y a vraiment rien du tout de rigolo là-dedans. Mais bon, c'est une manière de dire j'existe, vous existez, nous existons ensemble, je reconnais votre présence, etc. C'est quand même, à mon avis, l'une des grandes fonctions anthropologiques du rire, de provoquer cette reconnaissance mutuelle. Une manière de dire nous sommes ensemble. Ah ouais, waouh. Tu évoques aussi le fait que le rire et l'humour sont culturels. On ne rit pas pareil sur toute la planète. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples? Oui, bien entendu. Donc, le rire est l'humour plutôt est éminemment culturel. Il y a des plaisanteries qui nous font rire ici, mais qui provoqueraient ailleurs peut-être le meurtre ou l'incompréhension. Dans mon livre, je prends l'exemple des maris trompés, par exemple, qui font énormément rire les Français, mais déjà qui ne font pas du tout rire les Américains parce qu'ils trouvent que ça c'est une trahison et que ça ne se fait pas et qu'il n'y a rien du tout de risible là-dedans. Pour des Espagnols ou pour des Italiens du Sud, par exemple, c'est aussi une infamie et il faut absolument, il n'y a absolument rien non plus de risible là-dedans. Si vous racontez cette blague d'un mari trompé au Maghreb, alors là, vous risquez d'attirer beaucoup de problèmes aussi sur la femme, beaucoup moins sur l'homme, évidemment, mais en tous les cas, sur la femme qui trompe son mari. Je crois que c'est en Chine où même parfois on peut tuer la femme qui est suspectée de tromper son mari. Donc on voit que la même histoire drôle qui a alimenté énormément les rires dans nos sociétés, ne fait pas du tout rire dans beaucoup de sociétés et ne fait plus du tout rire aujourd'hui. D'ailleurs, parce que le statut de la famille s'est complètement modifié. Quand un couple, d'abord, dans beaucoup de couples, il y a une liberté sexuelle qui n'existait absolument pas il y a encore une vingtaine d'années. D'autre part, quand un couple ne se plaît plus ensemble, eh bien, ils se séparent. Donc, il n'y a plus vraiment de motif de rire de ces histoires de cocu qui faisaient vraiment les beaux jours des histoires drôles encore dans les années 50, 60, les histoires que racontaient les humoristes, par exemple, qui immanquablement provoquaient des rires interminables. Aujourd'hui, bon, c'est beaucoup moins risible. Et puis que le rire puisse susciter le meurtre, évidemment, ça renvoie à l'histoire de Charny, ça renvoie au dessin satirique qui avait été exposé au Danemark il y a une quinzaine d'années et qui ont provoqué tellement de morts sur la planète, et pas seulement le comité éditorial, le comité de rédaction de Charlie Hebdo, mais dans d'autres endroits du monde aussi. Il y a eu énormément d'exactions commises parce qu'on ne rit pas du prophète, on ne rit pas de Dieu, par exemple, dans l'islam, alors que dans nos traditions occidentales, on rit volontiers du pape, de Jésus. D'ailleurs, il y a eu des tas de films comiques qui se sont moqués de la religion. Je pense au Monty Python, par exemple. Mais bon, il y a tellement par exemple, c'est vraiment ces choux gras au quotidien de se foutre de la gueule du pape ou de Jésus ou de Marie ou de je ne sais qui. Bon, ça n'a jamais troublé grand monde. Même les intégristes catholiques sont gênés, évidemment, mais bon, il n'y a pas eu autant de... Enfin, ça les fait pas rire, ça. Par contre, ça répond quand même à votre question qu'il y a des choses qui font rire les uns les autres. Mais par contre, on voit effectivement que certaines formes d'humour peuvent provoquer le meurtre, parce qu'elles sont absolument intolérables, elles sont perçues comme des formes de violence. Et puis par ailleurs, quand on lit des recueils d'histoires drôles, je l'ai fait pour écrire le livre. J'ai lu par exemple l'histoire drôle de la Grèce antique, parce que curieusement, on dispose de recueils qui ont été notés par des gens, par des hommes de l'époque. Quand on lit ça, vraiment, on n'arrive pas du tout à comprendre qu'est-ce que les Grecs de 500 ans avant notre ère pouvaient trouver de rigolo dans ces histoires-là. Et même quand on lit le grand livre de Bergson, Le Rire, il y a beaucoup des histoires que raconte Bergson
qui aujourd'hui ne nous font absolument pas rire. On cherche désespérément en quoi nos ancêtres qui sont pas si vieux, c'est nos arrière grands-parents, on se demande ce qu'il faut trouver vraiment de rigolo là-dedans. Voilà. Et inversement, d'ailleurs, quand on entend parfois des ados dans un café qui sont en train de discuter ensemble et qu'on les entend se marrer absolument sans arrêt, on s'est dit, oui, il leur faut vraiment pas grand-chose pour rigoler. Quand on a entendu le motif de ces moments d'hilarité, ça ne nous fait pas rire non plus. Donc, dans le rire, il y a une dimension historique, une dimension culturelle, il y a une dimension de genre également. Il y a des femmes, à mon avis, qui ne supporteront absolument pas des blagues racontées par des hommes, et sans doute l'inverse également, si des femmes racontent des histoires qui mettent en doute la virilité, même simplement masculine, de manière générale. Je crois que beaucoup d'hommes auront du mal à supporter ça. Voilà, puis je sais plus si j'ai parlé de la dimension générationnelle aussi. C'est facile. Un petit gamin, par exemple, va se marrer de trucs il a 5 ans ou il a 6 ans, il va se marrer de tonnes de trucs qui ne feront plus du tout rire à 8 ans ou à 9 ans. Et puis voilà. Voilà, donc le rire est très particularisé d'une certaine manière. Il y a une assertion qui dit que les blagues ne sont pas que des blagues. Elles peuvent aussi nourrir les stéréotypes. Qu'en penses-tu, David ? Alors, pour moi, l'humour est une manière de penser le monde aussi. C'est une sorte de détour anthropologique. C'est une manière de déconstruire l'évidence de la vie quotidienne. C'est une manière de prendre du recul et finalement de rire de ce qu'on considérait peu avant comme acquis. Donc je pense que le rire participe de la connaissance, participe du savoir, participe de nos apprentissages également de la complexité du monde, de l'ambivalence du monde. Voilà, je le vois donc comme une forme d'apprentissage. Je pense que c'est important d'ailleurs d'enseigner aux enfants à rire, de leur raconter des histoires drôles, de leur raconter des blagues, parce que ça évite d'être collé au réel en quelque sorte, de prendre le réel de plein fouet sans jamais avoir la moindre distance à son égard. L'humour, c'est une distance ludique, une distance heureuse et une manière d'analyser les choses, mais plutôt, par exemple, en sociologie, d'analyser longuement une situation, une simple blague va percuter la pensée des gens qui nous écoutent et leur faire immédiatement comprendre ce que nous aurions mis peut-être un long moment à leur expliquer en long et en large, avec des citations, etc. Il y a quelque chose donc de très économique finalement dans l'humour au regard d'une analyse, de l'analyse d'une situation. L'humour permet de comprendre les enjeux. On voit très bien ça d'ailleurs dans les entreprises, où là c'est une manière de renvoyer un message à des collègues qui par exemple ne font pas tout à fait leur boulot ou arrivent en retard. Bon, par exemple, des collègues qui arrivent en retard, on va leur dire t'as eu une panne d'oreiller ce matin, ce qui est une manière de leur dire qu'ils sont en retard et ça fait un moment qu'on bosse et que donc on a fait peut-être une partie de leur boulot. Et quand on va par exemple manger tous ensemble et que les plaisanteries vont énormément circuler, l'humour va être une manière de dire aux uns qu'ils bossent pas énormément, qu'ils laissent les autres faire la plus grosse part du boulot, ou alors qu'ils ne réfléchissent pas trop dans ce qu'ils font, quoi. Ils renvoient aux autres un travail qui a été à peine mâché, etc. L'humour donc est une manière de dire à l'autre des vérités entre guillemets qu'on ne pourrait pas dire de manière sérieuse, parce que ce serait perçu comme une forme d'humiliation, comme une forme une forme d'agressivité finalement. Mais avec le rire, on peut tout dire. Donc on peut dire à l'autre qu'on critique vraiment, qu'on n'est pas du tout d'accord avec sa démarche, que nous on ne ferait pas du tout ça, et que finalement en faisant ci ou en faisant ça, il a provoqué aussi des conséquences qui ne sont pas forcément les plus heureuses. Mais quand on le dit sous une forme humoristique, on ne lui fait pas la leçon. Donc il va comprendre à demi-mot cet autre qui nous incommode dans le boulot, il va comprendre à demi-mot qu'il est quand même pas très correct avec ses collègues. D'accord. À l'introduction de ton livre, tu cites un auteur que je sais que tu aimes bien
Elias Oui. Canetti, qui dit « Celui qui s'observe continuellement sous tous les angles, de quoi pourrait-il rire encore ?» Peux-tu nous expliquer pourquoi tu as choisi de, de démarrer avec ça? Parce que moi, quand j'ai lu le livre, bah, ça m'a tout de suite fait réfléchir. Pourtant, c'est pas forcément ce dont on a besoin au début d'un livre. Alors, oui, moi, je crois que finalement, c'est comme disait De Gaulle d'ailleurs, il n'y a pas de grands hommes pour ses domestiques. Je sais plus exactement la formule, mais en gros, c'est ça. Donc évidemment, chacun de nous, quand on vit dans la vie quotidienne, on connaît bien nos défauts, on sait bien nos dérisions, nos ridicules, nos insuffisances, etc. Donc effectivement, c'est vrai que si on s'observait comme ça en permanence au quotidien, on aurait moins envie de rire des autres, parce que les autres ne sont qu'un miroir un peu déformant de ce que nous sommes. Je crois. Je sais pas si j'ai bien compris ta question d'ailleurs, Chris. J'ai pas tout entendu parce que le son n'est pas le meilleur. Alors. Ah. En fait, ma question, si tu veux, je peux encore Oui, oui, la reposer. En fait, à l'introduction de ton livre, tu cites un auteur que je sais que tu aimes bien, Elias Canetti, qui dit « Celui qui s'observe continuellement sous tous les angles, de quoi pourrait-il rire encore ?» Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi de démarrer avec ça? Parce que bah ça fait tout de suite réfléchir et c'est pas forcément ce à quoi je m'attendais en lisant personnellement. Oui, d'accord. Non, finalement, je t'avais déjà répondu de prime abord. Ouais, Oui, c'est le fait qu'il n'y a pas de grands hommes pour son domestique. Donc, la citation de Gaulle, c'est que chacun de nous, finalement, on se connaît bien, on connaît nos travers, on connaît nos insuffisances, on connaît nos dérisions. Donc, effectivement, quand on s'observe en permanence, finalement, on se dit qu'il n'y a pas tellement de quoi rire des autres, parce qu'ils ne sont que le miroir un peu déformé de ce que nous sommes. Donc, je pense que l'humour est toujours en effet une leçon d'humilité. C'est une manière de se découvrir finalement. Il n'y a pas de hauteur en quelque sorte où l'on pourrait observer le monde à distance et en le jugeant. Non, on est tous faits de la même pâte avec nos. Bon, évidemment, quand je dis nos insuffisances, je ne veux pas dire qu'on est tous cons et qu'on des conneries, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est vrai que forcément dans nos vies, il y a des moments qui sont pas les plus flatteurs. Voilà, et c'est ce que disait merveilleusement De Gaulle. Quand je prenais exprès cet exemple d'un homme qu'on pourrait penser absolument irréprochable dans toute sa vie, etc. Mais sans doute effectivement qu'il n'était pas toujours très facile à vivre au quotidien. Sans doute qu'il a fait aussi des conneries. Sans doute qu'il avait des côtés un peu dérisoires. Mais je crois que donc c'est le fait de chacun de nous. Voilà. Donc le rire est toujours une leçon d'humilité, je crois, pour chacun de nous. Et toi, David, à quel humour et à quel humoriste es-tu sensible? Parce que ça m'intéresse. Alors, que dire? D'abord, je suis un grand cinéphile, bien entendu, donc je suis quand même très attaché à l'histoire du cinéma. Donc, Chaplin, par exemple, c'est vrai que c'est universel, c'est absolu, c'est anhistorique. Et d'ailleurs, c'est fascinant de penser que Chaplin, dès ses premiers films, il en avait fait peut-être une dizaine, une vingtaine, et déjà, il commençait à être reconnu dans le monde entier, quoi, dans les années 20. Quand Chaplin arrive en Chine, au Japon ou ailleurs, il est attendu par des foules immenses. Et on se dit, mais bon sang, c'est un humour qui traverse toutes les cultures. Mais je crois d'ailleurs que le seul humour qui traverse toutes les cultures, c'est le burlesque, hein, c'est le gag, c'est le fait de glisser sur une peau de banane et autres. Donc c'est vraiment le cinéma burlesque américain. Et là, Chaplin est vraiment un absolu en la matière, mais j'aime aussi énormément Buster Keaton, j'aime énormément d'autres, Laurel Hardy par exemple, il y a des bons hilarants. Parfois c'est un peu inégal quand même Laurel Hardy, mais il y a des moments vraiment c'est absolument époustouflant. Il y a les Marx Brothers,
quoique je suis souvent agacé par les chansons qui coupent parfois leur film et qui viennent un peu casser le rythme de leur film, mais je trouve que c'est vraiment formidable. Et puis dans le contemporain, j'aime énormément les Monty Python, j'aime beaucoup Mel Brooks aussi, et bon, il y en a d'autres que je suis en train d'oublier, je me reprocherai tout à l'heure de ne pas les avoir. Ah si, il y a Jacques Tati, Jacques Tati, c'est absolu aussi, là, c'est Jour de fête, etc. Ce sont des films magnifiques, moi que j'ai vu des dizaines de fois, mais je ne m'en lasse jamais, que ça me fait toujours rire, cette espèce de fraîcheur, cette tranquillité, voilà. Et puis parmi les contemporains, donc il y a Pierre Desproges que j'aime énormément, mais je l'aime aussi justement parce que il est très difficile à entendre pour le politiquement correct d'aujourd'hui. Il se fout de la gueule absolument de tout le monde, de toutes les catégories sociales, de toutes les catégories sexuelles, religieuses, même lui-même qui était atteint d'un cancer. Il dit, il a des plaisanteries absolument extraordinaires autour du cancer. Bon, énormément Pierre Desproges, je pense que ça restera aussi éternel. Non, éternel, non, je crois que c'est quand même très codé, mais en tous les cas, c'est vraiment l'humour qui a atteint une perfection, je pense, dans ces années 80, 70, 80, début des années 90. Et aujourd'hui, j'aime bien Blanche Gardin, surtout, mais bon, je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a pas énormément d'humoristes qui me font rire. Quand je tombe par hasard en zappant, par exemple, à la télévision, souvent, je reste absolument sidéré d'entendre la foule se marrer de propos que je trouve absolument sans intérêt ou tellement convenus. J'aime bien Blanche Gardin, par contre, parce qu'elle sait se moquer d'elle. Elle n'est pas du tout politiquement correcte non plus. Elle me plaît bien, cette fille. Voilà. Mais bon, je suis injuste parce que j'en loupe certainement qui sont des gens merveilleux, mais que je n'ai pas eu l'occasion sans doute d'écouter. Ouais, ça c'est normal, je pense. Est-ce que sur le rire, tu as quelque chose que tu voudrais ajouter pour les auditeurs dont nous n'avons pas parlé? Oui, j'aime bien rappeler l'ambivalence du rire, parce qu'on voit toujours le rire comme un moment de plaisir, de jubilation, de joie, alors que justement j'ai écrit le livre pour rappeler que l'humour pouvait renvoyer aussi au pire de la condition humaine. Hein. Il y a aussi le rire du harcèlement, par exemple, quand on se moque de quelqu'un, parfois jusqu'à la mort, on se moque de sa taille, on se moque de son poids, on se moque de son orientation sexuelle, on se moque de son apparence, on se moque du fait que c'est un garçon ou une fille qui a un frère ou une sœur trisomique ou je ne sais pas quoi, ou qui a une mère qui boit, ou un père qui est en prison. Ce rire-là, il est destructeur, il vise à tuer, il vise à piétiner. Et puis, il y a plein d'autres formes. Il y a le rire de la cruauté, il y a le rire sardonique, hein, du type qui est plus rarement de la femme, mais qui sait qu'il a gagné et qu'il est en train d'écraser sa victime et qui ne peut pas s'empêcher d'en rire. Et puis il y a d'autres formes du rire qui sont aussi très belles, dont je parle dans le livre. C'est le rire le rire dans des situations complètement désespérées. Des gens qui ont tout perdu et qui rient. Est-ce qu'il y a une manière finalement une espèce d'élégance, une élégance dans le désespoir qui est absolument magnifique. Et on sait par exemple que dans les camps de la mort, il y avait de l'humour. Je ne peux pas dire qu'il y avait beaucoup d'humour, mais il y a eu des moments d'humour. Il y a des déportés qui jouaient des pièces, qui jouaient des scènes de cabaret, par exemple. Il y a des grands humoristes, notamment des humoristes juifs qui étaient internés dans les camps de la mort et qui continuaient à jouer, qui continuaient à divertir leurs compagnons de déportation. Et là, il y a des moments absolument sublimes aussi de ce rire dans le désespoir. Voilà, donc il ne faut pas voir uniquement le rire sous la forme de la joie. Il y a plein d'autres formes du rire et justement, c'est un bel exercice anthropologique, par exemple, de demander à des enfants, de demander à des élèves comment vous définiriez le rire et puis voir si justement ils voient le rire autrement que sous la forme de la joie. Je pense qu'un certain nombre d'entre eux, justement, vivent plutôt le rire comme une forme de violence et n'ont pas très envie, justement, de célébrer le rire, paradoxalement.
En répondant à cette question, je me suis souvenu, en lisant, mais je ne sais plus exactement sur quelle page. Je ne sais pas si c'était la page 193, mais je suis pas sûr. Où tu dis, je sais pas si je vous vois, vous je tutoie. Bref, où tu dis, Dieu rit d'Adam et son rire signe la séparation. Le prénom Isaac donné au fils d'Abraham et de Sarah signifie littéralement il rira. Ça c'est parce que moi je suis croyant quand même, et ça c'est quelque Oui. chose que je connaissais pas. En même temps, ça m'a fait plaisir de lire ça, d'apprendre ça. Est-ce que tu t'intéresses aussi à la religion, à Dieu, Euh, Question redoutable. Non, pour moi, c'est un objet de recherche, un objet anthropologique majeur du monde d'aujourd'hui, puisque le religieux, évidemment, est en train de se fragmenter. Ça devient une religion à la carte, par exemple. Je pense que les religions se vivent aujourd'hui à la carte. On en a eu un exemple absolument tragique dans l'intégrisme, dans l'islam radical ces dernières années. Puis ça continue encore malheureusement. C'est-à-dire une manière de lire à sa propre manière, dans le mépris parfois de la tradition religieuse, donc de relire des textes à sa guise, quoi, ce qui contribue de toute façon à l'individualisation du religieux dans le monde d'aujourd'hui, sur laquelle j'ai souvent écrit d'ailleurs. Voilà, bon, pour ma part, je suis plutôt, mais ça je l'ai souvent dit, je suis plutôt un polythéiste, mais plus un polythéiste dans le sens de Max Weber, qui disait que la sociologie, justement, doit être il disait pas ça exactement comme ça, mais pour Weber, la sociologie devait être une forme de polythéisme, c'est-à-dire une manière, justement, de refuser des vérités absolues, comme telles qu'on en trouve souvent dans les monothéismes, dans les différents monothéismes. Dieu a dit quelque chose et donc il faut faire comme Dieu l'a dit. Moi, ce que j'ai appris au Brésil, mais ce que je ressentais déjà quand j'étais tout gamin, c'est qu'il y a trop de complexité dans le monde. Il y a trop de différences qui s'expriment. Et donc, quand je suis allé au Brésil, j'ai immédiatement adoré ces polythéismes où il y a des dieux absolument pour tout, il y a des dieux pour tout plutôt qui caractérisent des états d'esprit, des personnalités, des caractères, etc. Ce qui fait qu'on n'est jamais pris dans un intégrisme. Il ne peut pas y avoir d'intégrisme dans un polythéisme, parce que comme il y a des dieux qui s'expriment sur tous les dieux en permanence en débat, les dieux se réunissent sous la forme des rituels, par exemple sous la forme des rites de possession, auxquels j'ai souvent assisté au Brésil. Donc il y a plutôt une espèce de convivialité des dieux qui incite, on pourrait dire d'ailleurs que c'est très démocratique finalement, alors que le monothéisme, les monothéismes que nous connaissons sont plutôt des formes plutôt monarchiques. Il y a une parole qui tombe d'en haut et qui va régir l'ensemble des comportements des humains. Moi, ça ne m'a jamais plu. J'aime pas qu'on me dicte mes comportements. Et quand, bien sûr, j'ai grandi dans une éducation catholique, mais déjà quand j'étais au catéchisme, je m'emmerdais quand même énormément. Je pensais que les choses étaient beaucoup plus compliquées que ça. J'aimais bien la figure de Jésus ou des saints, etc. Ou de certains. J'aime beaucoup Saint François, par exemple. Mais, voilà, mais pourquoi d'ailleurs j'aime François d'Assise? Parce que François d'Assise est un polythéiste d'une certaine manière. Il prêche aux oiseaux, il prêche aux arbres, il parle de ses frères, des frères moineaux, des frères alouettes, il parle de son frère Cor également, ce qui est assez amusant, les frères Anne. Voilà, j'aime bien cette manière finalement des franciscains, en tous les cas, de concevoir le religieux, comme d'ailleurs à l'image du pape d'aujourd'hui, une manière très libre, très détendue, où on ne juge pas. D'ailleurs, on voit que les réformes du pape François sont assez sidérantes par rapport à l'histoire de l'Église. Il est en train d'ouvrir énormément de portes qui étaient restées désespérément fermées. Et aujourd'hui, David, sur quoi travailles-tu? Quel sera ton prochain livre? Alors, là, ces derniers mois, j'ai complètement réécrit mon livre sur les visages, mon anthropologie du visage.
qui ressortira, je pense, dans les mois à venir en collection de poche. Mais mon éditeur Anne-Marie Métellier ne m'a pas dit quand le livre allait sortir, mais les relations avec Anne-Marie Métellier ne sont jamais très simples et puis il faut dire aussi que la situation n'est pas simple en ce moment, donc je n'ai pas eu le temps d'aller la voir à Paris et je pense que son programme a été énormément bouleversé à plusieurs reprises ces derniers mois. Donc pour l'instant, elle ne m'a pas encore dit à quel moment elle le republiera. Mais mon prochain livre, en principe, c'est une anthropologie du sourire qui sortira en principe également en octobre. Il devait sortir, il est prêt depuis 2 ans, ce livre, entre parenthèses, mais bon, c'est pas très important parce que j'en ai publié un autre sur la marche l'été dernier, donc moi j'étais contre l'idée de publier 2 livres à la fois. Donc le livre devait sortir en juin et finalement il a été à nouveau repoussé en octobre. Voilà, c'est une anthropologie du sourire. Voilà, du rire au sourire, il y avait un lien, mais évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure au début de l'émission, le sourire, à la différence du rire, le sourire, c'est la spiritualisation du visage, alors que le rire, c'est au contraire le surgissement du corps dans l'interaction. C'est ce qui fait d'ailleurs que dans l'histoire de nos sociétés, le sourire a toujours été valorisé, par exemple par le christianisme, alors qu'au contraire, le rire a souvent été stigmatisé par les pères de l'Église, par exemple, à de très très rares exceptions. Et d'ailleurs, si j'aime aussi François d'Assise, c'est que c'était un saint rieur, un saint qui avait toujours le sourire aux lèvres et qui exigeait d'ailleurs, si on peut exiger ce genre de choses, mais en tous les cas, il demandait à ses disciples d'être toujours joyeux, d'avoir toujours l'air allègre. Puisque pour lui, d'ailleurs, l'univers de la création était forcément un univers joyeux, un univers heureux, et finalement, pour François d'Assise, le sourire était quasiment une forme de la prière. Voilà. Mais donc, dans la tradition chrétienne, le rire est vraiment stigmatisé. Et c'est d'ailleurs le thème du grand livre de Umberto Eco, Le nom de la rose, qui met en situation d'affrontement un franciscain d'ailleurs qui est évidemment favorable au rire, et puis un autre moine traditionnaliste pour qui le rire est une infamie, une invention du diable. Et le thème du livre, c'est la recherche d'un manuscrit d'Aristote qui aurait valorisé le rire, un manuscrit qui a été perdu, dont les historiens disent qu'il a peut-être existé, et donc Umberto Eco le prend comme prétexte à ce merveilleux roman, donc où on voit un promoteur du rire affronter un triste cire, dans tous les sens du terme, puisqu'il tue plusieurs des autres moines qui voudraient eux lire ce manuscrit que ce moine a découvert dans la bibliothèque de cette abbaye. Voilà, donc dans notre histoire occidentale, le rire et le sourire ont fait l'objet de grands débats, de débats en sourdine, mais quand même qui renvoyaient à énormément de valeurs propres à nos sociétés occidentales. Je pensais que c'était la dernière question, mais il y a une question qui me revient. C'est vrai que tu as déjà répondu en partie au début de l'émission, mais le corps, c'est voilà, vos derniers ouvrages, c'est sur le corps, et en même temps il y a pas beaucoup d'écrivains, voilà, ou de chercheurs qui ont écrit sur ce sujet-là, parce que le corps a été longtemps comme un tabou pour la société, que ce soit occidentale ou ailleurs. Mais j'aimerais savoir quel est ton rapport. Je fais toujours ça. Ton rapport au corps. En tant que chercheur, en tant que chercheur, oui.
Oui, oui, il y a quand même énormément de travaux qui sont menés sur la sociologie ou l'anthropologie du corps. Il se trouve qu'en ce qui me concerne, j'ai été d'une ténacité incroyable, puisque effectivement j'ai publié mes premiers articles au début des années 80, c'était sous l'égide de Georges Ballandier dans les cahiers internationaux de sociologie, et puis quelques années plus tard, c'est Ballandier aussi qui a publié mon premier livre Anthropologie du corps et modernité, qui est toujours d'ailleurs réédité, que je réactualise sans arrêt. Et à partir de là, je n'ai cessé finalement de réfléchir à la question du corps sous de multiples angles, puisque j'ai travaillé aussi sur les émotions, sur l'anthropologie des émotions. C'était mon livre Les patients ordinaires, l'anthropologie des émotions. J'ai travaillé sur l'anthropologie des sens. C'était mon livre Les saveurs du monde, une anthropologie des sens. J'ai travaillé sur l'histoire du corps dans nos sociétés occidentales. C'était par exemple l'anthropologie du corps et modernité, ou encore la chair à vif, encore la sociologie du corps, par exemple, le cossage que j'ai fait. Et puis, j'ai travaillé aussi sur le corps dans le monde contemporain. Là, c'était plutôt l'aide au corps, c'était anthropologie du corps et modernité aussi. C'était aussi mon travail sur les adolescents, par exemple, sur les scarifications, sur les attaques au corps. C'était le livre La peau et la trace sur les blessures de soi. Donc, finalement, j'ai fait le corps est un peu le centre de gravité de tout mon travail. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, évidemment, je suis l'un des acteurs, entre guillemets, de cette sociologie, de cette anthropologie du corps, ce qui fait aussi que je suis énormément traduit, parce qu'il n'y a pas eu énormément de recherches dans la continuité telle que je les ai menées pour ma part, ce qui fait, par exemple, que mes livres sont énormément traduits en Amérique latine, parce que le thème du corps est vraiment au cœur. C'est très troublant parce que dans toutes les facs de sociaux, la question du corps est vraiment est très 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 étudiée dans différents, que ce soit l'Amérique latine, espagnole ou le Brésil ou l'Amérique centrale par exemple, parce que c'est pareil au Mexique. Je suis énormément invité au Mexique. Il y a une passion pour la question du corps qui touche moins nos sociétés européennes par exemple, où effectivement le corps, on peut pas dire que le corps soit tabou, il est quand même très présent. De toute façon, nous sommes de chair, on peut pas éliminer le corps de la vie quotidienne, mais c'est vrai que ça n'a pas été par exemple pour les sociétés françaises, on ne peut pas dire que les recherches sur la sociologie et l'anthropologie du corps aient été vraiment valorisées. Voilà. Je pense que c'est davantage, à ma connaissance, par exemple, parce que je suis très souvent en Italie, par exemple, les Italiens travaillent beaucoup plus sur les questions du corps, sans doute aussi les Espagnols. Mais par contre, en France, non. J'ai l'impression qu'en France, dans les hiérarchies des recherches, c'est mineur. C'est pas par rapport aux questions de migration, questions de genre, aux questions politiques, etc. Ça paraît un peu une sociologie mineure. Alors que, évidemment, je pense que le corps est un observatoire sociologique absolument considérable pour comprendre d'innombrables enjeux de la vie quotidienne ou des enjeux politiques de nos sociétés occidentales. Je crois que beaucoup de sociologues en France ne l'ont pas compris, sans doute dans l'héritage d'ailleurs de Bourdieu, qui ne s'intéressait absolument pas au corps. Alors que pourtant, avec des gens comme Marcel Mauss ou même Durkheim, mais surtout Mauss, on avait en France l'un des grands fondateurs de la sociologie et de l'anthropologie du corps. Ok, d'accord. Bon très bien. Merci David d'avoir accepté notre invitation. Et tu es le bienvenu. Nous serons ravis de te recevoir encore une prochaine fois sur le plateau de Zone de Confort. J'en serais très, très, très touché. Merci infiniment, Chris. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Les chéris, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aurait plu. N'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme de podcast de votre choix pour être notifié à chaque nouvelle publication. Et si jamais l'envie de participer à ce podcast tente, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un DM sur Instagram, zondeconfort.podcast.